Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Je suis avec Victor Lafay aujourd'hui. Bonjour Victor. Bonjour Arnaud. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Je suis ravi de pouvoir te rencontrer en face à face. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui avec le digital, on fait beaucoup de choses à distance. Mais là, c'était l'occasion, étant sur Annecy, de pouvoir échanger avec toi en face à face. Donc merci du temps consacré. Merci pour avoir répondu favorablement à l'invitation. Merci à Hugues Fèvre-Darcier pour la mise en relation, puisque c'est lui qui t'accompagne, je crois, sur la partie digitale ou réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, c'est lui qui s'occupe tous les posts vélo sur mon Instagram. Ce que je te propose, c'est de rembobiner un petit peu l'histoire et de revenir un petit peu en arrière. Donc Victor Lafay, effectivement, il y a 7 victoires l'année passée, mais pas que, il y a aussi plein d'autres victoires. Il y a un parcours d'espoir, de junior. Et Victor, est-ce qu'il fait du vélo depuis l'école de cyclisme ou pas ? Ouais, je pense que j'ai fait du vélo avant de savoir marcher, presque comme les skieurs dans le coin. Mais je pense ma première licence, c'était 2001. Donc tu vois, là, on est en 2024. Ça va être donc t'avais 5 ans, en fait, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et parce que, alors, tu dis, dans la région, on est à Annecy aujourd'hui, est-ce que tu es originaire de la région ? Et est-ce que tes parents, un des deux, faisaient du vélo ? C'est ce qui fait que tu as été licencié si jeune. Alors, je suis né à Lyon, mais justement, vers mes 5 ans, j'ai déménagé à Thonon-les-Bains. Et justement, c'est ça qui a fait que mes parents, ils faisaient du vélo, mais en plaisir, ils faisaient des randos VTT, etc. Mon grand-père a fait des gentleman, des montées sèches, montée du Salève, par exemple, dans le coin. Mais en fait, d'avoir déménagé sur Thonon, je crois que c'était un collègue de mon père qui tenait l'école de cyclisme de Thonon-les-Bains. Et donc voilà, en discutant avec lui, son collègue lui a dit, mets tes gamins à l'école de vélo, déjà, pour qu'ils apprennent, en fait, à faire du vélo, à savoir rouler droit, à être agile. Et donc voilà, on s'y est mis comme ça, avec mon frère, qui a 3 ans de plus que moi. Et puis voilà, j'ai jamais arrêté. Après, au début, c'était juste pour le plaisir, comme ça, pour être avec les copains et juste faire du vélo, quoi. Bon, c'est intéressant quand on voit le champion que tu es aujourd'hui, de savoir à quel moment le vélo est entré dans ta vie. Donc, il est rentré très très tôt dans ta vie, à 5 ans, licencié donc dans l'école de cyclisme. Et généralement, quand on fait du sport comme ça depuis si petit, est-ce que l'envie d'être professionnel est arrivée tout de suite, à l'adolescence, en junior ? À quel moment l'envie d'être pro ? Parce que quand on fait du sport comme ça depuis petit, forcément, on regarde les grandes étapes du Tour, on regarde les grands champions, et on se dit un jour, moi j'aimerais bien faire le Tour, tu vois. Donc à quel moment, toi, cette envie-là, tu pourrais la positionner ? Je pense que c'est venu très tard, vraiment très tard. Je pense que j'ai commencé à en rêver sur ma 2e année junior, ou peut-être première année junior. C'est tard quand même, ouais, effectivement. Ouais, mais pour moi, c'était juste un rêve, et j'en étais très loin. Et je me suis jamais vraiment intéressé en fait de près au milieu pro. Je regardais le Tour de France, j'allais le voir quand il passait dans le coin, mais parce que t'étais c'est tout. Parce que t'aimais le vélo en fait. Ouais, c'est ça. J'aimais le vélo, j'aimais en faire, j'aimais faire la bagarre avec les copains, mais être sur les courses. Mais au final, je faisais le vélo à mon niveau et je regardais pas forcément le monde professionnel. Et je pense que c'est vraiment peut-être quand j'ai intégré le CCF, Chambéry Formation, en espoir, que là, forcément, c'est quand même une antichambre d'une équipe professionnelle et j'ai commencé à me rapprocher du milieu. Mais j'avais pas vraiment comme objectif de passer pro. C'était, si ça se faisait, ça pouvait être cool, tant mieux. Mais j'étais aussi focus sur mes études et dans ma tête, j'allais aller bosser, j'allais pas forcément faire du vélo, une carrière, quoi. Une carrière, c'est effectivement. ça, ouais. Et tu parles des études, là aussi c'est un point que je voulais aborder, c'est qu'effectivement il y a les années juniors, mais tu poursuis des études, donc à ce moment-là tu vas chercher quel type de diplôme et dans quelle branche ? Justement, c'était une longue discussion avec mes parents, ça. Parce qu'en plus, le post-bac est assez compliqué. J'avais fait mes vœux au début, je voulais aller à l'INSA Lyon, en sport-études. Et j'ai appelé là-bas, ils m'ont dit que mon dossier était un petit peu entre deux pour être sûr d'être pris en sport-études. Mais en fait, c'était mal fait parce que si j'étais pas pris en sport-études, j'étais pris automatiquement dans le cursus classique. Mais moi, je voulais pas un cursus classique. Après, je savais que j'allais pas avoir le temps de m'entraîner. Je voulais quand même me laisser une chance.
Donc finalement, je l'ai rayé de mes vœux et je suis parti sur un DUT à Technolac. Donc en me disant, si jamais je pourrais repartir en école d'ingénieur plus tard. Et donc j'ai fait ce DUT, donc avec mes années CCF. Après, je suis parti à Bourg-en-Bresse. Et à la fin de mon DUT, c'est là où j'ai eu l'occasion de signer un contrat pro. Je me suis dit, bon, est-ce que je continue les études? Est-ce que je vais bosser? Est-ce que je vais faire du vélo? Je me suis dit, bon, quand même, là, j'ai une belle opportunité. Ce serait dommage de la gâcher. Et voilà, je suis parti sur le vélo. Intéressant. On va rester sur les années juniors. Là où on commence effectivement, où tu commences à avoir des résultats qui te donnent de la visibilité, donc des équipes qui commencent à te suivre et t'intéresser à toi. Mais il y a aussi, et là je voudrais m'arrêter parce que les gens qui suivent Victor ou qui ont découvert Victor l'année passée, il y a quand même eu des moments de galère avec une blessure qui a été, c'est mon avis, mais un carrefour à un moment donné. Hein. Ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu tout arrêter. Tu vas nous en parler. Et donc explique-nous justement ton parcours de junior où là ça commence à se faire. Tu as rentré au CCF. Voilà. Dans quel état d'esprit tu étais? On est dans les années 2014. Ouais. Hein, on est en junior, donc effectivement, tu commences à enchaîner des beaux résultats, mais surtout sur des épreuves de référence comme le Val-Romay notamment. Ouais. Voilà, la classique des Alpes. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à prendre conscience que effectivement tu grimpes bien, tu te positionnes dans les épreuves à l'international devant, et comment ça se passe? C'est au moment où on vient te chercher pour aller à Chambéry, est-ce qu'il y a une once d'hésitation ou pas du tout, et derrière c'était bien en tête? Ouais, c'est vrai que je pense que j'ai un parcours particulier. Dans mes jeunes années, en fait, j'étais nul. Hein. Enfin, j'étais pas nul, mais je finissais 30e sur 40 jusque mes années minimes. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a jamais eu comme certains, t'as jamais été en équipe de France tout de suite, très tôt. Et, tu vois, quelle était la rampe de lancement vers le professionnalisme? En tout cas, c'était une évidence. Toi, c'était pas ton cas. Non, en fait, je pense que c'est ça. Mes résultats, ils ont progressé en même temps que mon investissement. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, que j'ai adoré. C'est que plus les années passaient et plus, en fait, j'étais bon par rapport aux autres aussi. Enfin, moi, je m'améliorais, mais aussi, je progressais un peu plus par rapport aux autres. Des résultats. Et donc, voilà, j'ai commencé à avoir des résultats donc, en junior, où j'ai gagné le Val-Romay, le Tour du Léman, notamment. Et mais c'est pour rentrer au CCF, ça s'est fait au dernier moment en fait. Il me semble que c'est Lance Peters qui a appuyé ma candidature auprès de Loïc Vernet. Il a dit vraiment, ce serait dommage, prends-le. On était au mois de septembre, juste avant la fin des mutations. Et je crois que c'était vraiment une semaine avant la fin des mutations, Loïc qui m'appelle, il me dit écoute, j'aimerais bien te voir, et ça s'est fait comme ça. Et là, tu t'étais sous quelle couleur avant? J'étais à Evian Vélo. Evian Vélo, ouais. Effectivement. J'ai fait mes 7 premières années. Très bon club, ouais. J'ai très bon club formateur. J'ai fait mes 7 premières années à Thonon, à l'école de cyclisme de Thonon, qui après a fermé en fait. Et j'ai été après à Evian Vélo, et vraiment un super club formateur, notamment en cyclocross. Et voilà, avec des bénévoles et des personnes vraiment incroyables, en tout cas, qui m'ont appris à vraiment aimer le vélo et le goût de l'effort. Et quand le téléphone sonne pour te proposer ce projet, donc d'intégrer le centre de formation de la G2R, la mondiale à l'époque, ça a évolué depuis, notamment cette année avec des équipes. Ce concept a vraiment changé. Tu te souviens de ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? C'est une blague ou c'est la réalité? Non, j'étais super content. J'avais candidaté, mais un petit peu tard. Je crois que j'avais candidaté au mois de juillet, donc voilà, les effectifs étaient déjà plus ou moins faits. Mais les résultats étaient là. Enfin, tu avais quand même des résultats avec toi qui pouvaient. C'est ça. Pas nulle part. Mais en même temps, ils avaient déjà beaucoup de grimpeurs. Et je me souviens que Loïc, à ce moment-là, il disait bon, on aimerait bien aussi aller chercher des sprinters, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a longtemps hésité à me prendre. Et c'était aussi un petit peu un pari pour lui parce que j'étais pas en équipe de France. À cette époque, il y avait Rémi Rochat, Paris Peintre, notamment, qui eux, ils avaient fait de l'équipe de France, des championnats du monde. Ils avaient un parcours plus classique par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça, puis encore plus de résultats que moi. Donc forcément, c'était plus légitime de les prendre d'abord eux et ensuite moi. Et donc, tu vas intégrer le Chambéry, donc l'antichambre de l'équipe professionnelle. Et donc là, ça veut dire qu'est-ce qui se passe derrière? Tu structures ton entraînement. Est-ce qu'avant, tu avais un entraîneur? Ou est-ce que tu découvres vraiment un autre monde en intégrant le centre de formation? Ouais, j'avais quand même un entraîneur depuis mes années juniors. Mais c'est vrai que c'était pas... Enfin, je m'entraînais à mon rythme, on va dire quand même. J'aimais bien en fait me faire mal sur les séances, mais j'en faisais pas 4 par semaine.
Donc je pense qu'en junior, je devais avoir 10 000 km, 12 000 max à la fin de l'année. Ouais, c'est là que tu vois le potentiel d'un champion, parce que quand tu me parles du nombre de kilomètres que tu fais l'année, comment tu t'entraînais, et qu'on voit aujourd'hui ce que tu fais, c'est là que tu vois qu'il y a un potentiel quand même très clairement qui est là, et physiologiquement, ça fait une différence. J'ai enregistré un épisode avant-hier avec une championne du monde de trail, qui est Marion Delespierre, à Lyon, et qui est médecin et championne du monde de trail. Et en fin d'épisode, une fois qu'on avait éteint les micros, on discutait justement sur est-ce que tout est tracé dès le départ, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que les compétences se développent. Et en fait, je pense que physiologiquement, tu as un potentiel ou pas. Et après, au fur et à mesure du temps, tu l'exploites ou pas. Mais les choses sont, selon moi, écrites dès ta naissance. Et très clairement, je pense que quelqu'un qui a 10 000 km en compteur, derrière, quand on voit le potentiel que tu as, il n'y a pas photo. T'as des compétences, des capacités physiologiques que d'autres n'ont pas, très clairement. On rentrera peut-être dans les datas tout à l'heure, mais ça peut être intéressant. Mais en tout cas, de ce que tu nous écris, c'est intéressant. Et donc là, il y a déjà un premier carrefour, parce que si tu n'es pas pris au centre de formation, il se passe quoi derrière? J'avais d'autres équipes en tête, hein. Donc je sais pas si le parcours aurait été différent ou pas, parce qu'en plus mes 2 années au centre de formation ont été quand même bien embêtées par une blessure. C'était une excroissance que j'avais sur le fémur depuis très longtemps, je pense depuis ma naissance. Mais à ce niveau-là, ça, c'était pas possible. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, augmentation des entraînements, mine de rien, parce que forcément avant il n'y en avait pas beaucoup. Donc augmentation aussi du volume musculaire, et en fait voilà, le muscle venait frotter sur cette excroissance, ça a fini par déchirer le muscle, et derrière voilà, j'ai dû m'arrêter, opération, etc. J'ai eu des problèmes d'adhérence au moment de la reprise, donc je me suis fait arrêter pendant 13 mois sur les 2 ans. Donc c'est ce que j'allais dire. Tu rentres au centre de formation en 2015, et pendant effectivement donc 2015-2016, est-ce que ces 2 années sont faites de phases d'entraînement et puis de blessures? Ouais. Ou est-ce qu'il y a une grosse coupure et une reprise? Il y a une grosse coupure quand même c'était juste avant la ronde de l'Isère 2015, je me souviens, donc c'était peut-être début mai ou un truc comme ça. Là, il y a une grosse coupure jusque mois d'octobre où je reprends après l'opération. J'ai repris tout l'hiver, je me sentais vraiment bien, et une des premières sorties route en hiver, donc peut-être début janvier, là j'ai des douleurs, et ça venait en fait d'adhérence suite à la cicatrisation, et derrière voilà, j'ai dû réarrêter, faire de la kiné, je me suis réentraîné, et j'ai repris la compétition au Val d'Aoste au mois de juillet 2016. Donc c'est vrai que ça fait des grosses coupures. Donc pendant 2 ans comme ça, il se passe ça, cette excroissance effectivement osseuse à un fémur qui t'a conduit à une opération chirurgicale. Et puis après, de ce que j'ai pu lire dans différentes interviews, c'est l'adhérence de la cicatrice qui t'a également handicapé, c'est ça? Ouais, en gros ce serait ça, ouais. On n'est jamais sûr à 100% du diagnostic, mais oui, je crois que c'était vraiment l'adhérence en fait qui du coup, je sais pas, ça tirait à l'entraînement, et donc ouais, voilà. Ouais. Et donc il y a 2 ans effectivement qui sont pas top, et derrière qui conduisent à un changement de club. Ouais. Là aussi, tout aurait pu s'arrêter, ou tu aurais pu reprendre un niveau élite, on va dire classique. Et est-ce que ça a été une déception pour toi? Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit voilà, c'était une chance effectivement d'aller voir le professionnalisme, mais est-ce que du fait qu'au bout de 2 années effectivement dans le centre de formation d'AG2R, qui ont été principalement 2 années de blessure, même s'il y a eu des résultats, attention, entre tout ça, est-ce qu'à un moment donné t'as vu le tableau plus noir qu'autre chose, ou le verre plus à moitié vide qu'à moitié plein? Ou est-ce que tu avais gardé confiance en toi? Non, au contraire, comme je t'ai dit, je suis rentré au CCF, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils avaient que ça en tête, passer pro. Moi, pas du tout. Moi, je voulais juste en fait apprendre un peu le métier, et je pense que j'étais même pas encore, j'avais pas encore la mentalité pour me dire voilà, maintenant tu fais ce qu'il faut pour passer pro. Donc j'étais encore beaucoup trop à la cool, et au contraire, j'ai profité aussi des moments où j'étais blessé pour vivre normalement comme n'importe quel étudiant à cet âge-là, et ça m'a fait du bien. Et derrière, j'ai le plus vécu ça pour me relancer, me remettre dedans, de changer d'équipe. Et en plus cette fois-ci à Bourg-en-Bresse, c'était vraiment différent, parce que CCF, on était que entre jeunes, quand même tous plus ou moins ambitieux, ça se passait très bien, on avait un super groupe, mais pour avoir l'expérience, ça venait surtout de l'encadrement. Et là, quand j'arrive à Bourg-en-Bresse, il y avait des vieux, entre guillemets, des mecs qui étaient en fin de carrière, notamment Fred Brun qui redescendait de chez les professionnels. Et en fait, voilà, ces mecs-là, ils m'ont pris sous leur aile, et ils ont tout fait pour que j'apprenne à mieux courir, à mieux m'entraîner,
mieux gérer mon alimentation, enfin tous ces trucs-là. Et puis surtout, ils étaient autour de moi en course et ils faisaient tout pour que moi je performe. Et des fois au détriment de eux, leur propre performance. Donc ça, j'ai adoré ce passage-là chez Bourg-en-Bresse et je pense que c'est vraiment grâce à eux si je suis là aujourd'hui. Quelque part, cette blessure t'a indirectement mis entre les mains de personnes qui t'ont relancé, qui t'ont partagé leur expérience. Donc tu étais effectivement en première loge et un petit peu comme le dernier, tu sais, le petit favori. Les gens t'ont porté pour justement performer. Et puis là, t'es relancé très clairement parce qu'il n'y a plus de blessure. Là, on est dans les années 2017. Pardon, donc je reviens un petit peu en arrière. Si, c'est ça, 2017. Ouais, 2017, ouais. 2017. Et il y a ce titre de champion de France qui arrive, champion de France Espoir. Ouais. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on reprend Espoir, justement? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que quand tu as ce titre de champion de France Espoir en 2017, tu te dis, ça va peut-être le faire finalement? En fait, c'est marrant. Ou toujours pas du tout? Ça s'est fait avant. Ça s'est fait avant. Ça s'est fait au Rhône-Alpes Tour en fait. Qui est difficile. Qui est difficile et c'est une classe 2, on court avec des équipes pro et puis voilà, j'ai montré que ça allait bien sur cette course-là et en fait très rapidement, voilà, j'étais en contact avec Cofidis et en fait c'était quasiment fait. J'avais pas encore signé mais c'est quasiment fait avant le championnat de France et je pense que le championnat de France a appuyé le truc et alors, ce qui veut dire est-ce qu'à ce moment-là, tu travailles avec un agent? Non. Ou est-ce que c'est en direct? Alors, je travaillais pas avec un agent. Alors, c'était en direct, mais il y avait aussi mon directeur sportif ou manager de l'équipe de Bourg-en-Bresse qui a aussi géré entre guillemets la relation, le rôle d'agent. Christian Milesi qui était mon entraîneur aussi et en fait c'est lui donc qui discutait donc, avec Cofidis. Mais c'est vrai que à l'époque le manager c'était Sanker et il est venu manger avec nous à Bourg-en-Bresse justement à l'occasion, je crois que c'était c'est pas une assemblée générale mais avec tous les coureurs. C'était pas les coureurs mais tout le staff du club et les partenaires et du coup on a fait ça peut-être au mois de septembre 2017 pour signer au 1er août 2018. Et ça, donc ça veut dire effectivement tu es totalement libéré sur les championnats de France, mais ça veut dire qu'aussi l'équipe Cofidis te fait confiance à ce moment-là, alors que tu étais vraiment intégré dans le pôle espoir, il y a eu ces blessures, tu reviens, il y a le changement d'équipe, mais est-ce que ça t'a donné confiance? Je veux dire, est-ce que ça t'a donné confiance dans le fait que d'autres personnes que tu connaissais pas forcément, mais du milieu, t'aient repéré et souhaitent collaborer avec toi? Ouais, alors déjà, comme je disais, Christian Milesi, lui, je pense qu'il a tout de suite senti mon potentiel et il a eu une grande confiance en moi. Donc que lui ou les coureurs expérimentés aient confiance en moi, moi ça m'a boosté la confiance à fond et c'est ce qui m'a permis aussi de courir aussi désinhibé sur les courses comme le Rhône-Alpes Tour. Clairement, j'ai fait n'importe quoi. À un moment donné, je suis parti à 70 km de l'arrivée tout seul. J'ai fait 50 km tout seul devant, mais pour rien. Mais je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'ils se sont dit, lui, peut-être faut qu'on lui apprenne à courir, mais il y a un potentiel. Ouais, c'est intéressant. Et puis il y a aussi le Tour de l'Avenir. C'est une année hyper riche quand même, 2017. Hein. Ouais, c'est sûr. C'était hyper riche, mais voilà, j'étais pas très content de mon Tour de l'Avenir. Derrière, j'ai pas été au championnat du monde, donc j'étais un petit peu déçu sur la fin de saison. Mais par contre, non, mais c'est en fait en juste quelques mois, je suis passé je me relance dans une équipe, je sais pas trop où on va aller. Voilà, tu passes pro, ouais, donc c'était assez incroyable. Et donc t'es passé pro en milieu de saison 2018, je crois. C'est ça, ouais. Quelques semaines après avoir gagné l'étape du Tour. Du Tour amateur. Je pense la semaine après, ouais. La semaine après, ouais. Mais parce que en fait, ouais, c'était quand même assez marrant parce que moi, en fait, j'ai demandé à attendre pour passer pro. Au début, il voulait proposer un contrat au 1er janvier. Ouais. Et en fait, en discutant justement avec Christian, mon entraîneur, il m'a dit, écoute, t'as quand même pas beaucoup de kilomètres là chez les amateurs. Il dit, ça va te faire bizarre de passer chez les pros. Donc peut-être c'est mieux que tu fasses un début de saison avec moins de pression. Ouais, ça c'est hyper intéressant ça. Et partir au 1er août. Et donc c'est pour ça, ça se faisait encore pas beaucoup à l'époque. Ouais, c'est presque un risque, tu vois, en disant, attends, là, t'as l'opportunité d'y être au 1er janvier. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est hyper réfléchi, justement, c'est tout à ton honneur. Ouais, voilà, on voulait vraiment prendre le temps et toujours pas griller les étapes. Hein. Et alors comment, ma question là, c'est plus à titre personnel, comment t'as vécu ça au niveau mental, c'est alors que tu pouvais, effectivement, Cofidis était prêt à t'emmener avec toi dès le 1er janvier, toi tu décides d'attendre le 1er août dans le milieu de saison. Comment tu vivais les courses amateurs à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Sachant que toi, quelques mois plus tard,
t'allais rouler dans les pelotons professionnels. Comment t'as vécu ça? Est-ce que ça a été justement un gros booster et ça t'a permis de tenter plein de choses, des attaques que t'aurais pas forcément fait avant? Comment tu l'as vécu ça au niveau des émotions? Ouais, bah alors, je profitais en fait surtout d'être avec l'équipe et voir même des fois, j'essayais de plus endosser ce rôle, d'aider ceux les jeunes qui voulaient eux passer pro. Par exemple, il y avait Rémi Rochat qui était venu à Bourg-en-Bresse cette année-là et sur certaines courses, je préférais l'aider lui à performer parce que moi je savais que pour moi c'était fait. Après, j'ai par exemple c'était au Tour de Savoie où j'ai pu aller jouer la victoire d'étape et ça j'étais content de pouvoir accrocher une étape du Savoie à mon palmarès, parce que c'est vrai que c'est une course importante pour une équipe de la région. Mais ouais, au contraire, je pourrais juste avec le plaisir tenter des choses, mais c'était pas non plus à me dire faut que je gagne le plus de courses possible avant de passer pro. Non. Ouais. T'étais pas dans cet état d'esprit. Non. Et puis donc il y a ce passage professionnel et ça fait quoi? Ça fait quoi pour la première fois qu'on met le maillot, la première fois qu'on roule en peloton avec des pros? Ouais. Comment tu l'as vécu? Alors j'avais été stagiaire sur quelques courses l'année d'avant, donc ça j'avais déjà découvert. Mais c'est vrai que les premières fois on met le maillot et on roule pour les champions dans l'équipe. C'est vrai que ça fait bizarre et pour le coup on a envie de se dépouiller. Et je crois que ma première course, je sais pas si c'était la première, mais je crois que c'était le Tour du Limousin justement avec Nicolas Hédet qui a remporté le classement général. Et la dernière étape, je crois que c'était Manu Morin aussi qui était stagiaire, donc moi j'étais pro, lui était stagiaire, et on a roulé toute la journée. Et c'était ultra motivant justement d'être déjà dans ce rôle-là, de rouler dans le peloton toute la journée. Moi, j'adorais ça en fait, ce rôle d'équipier et de se dire en fait tu dépenses sans compter jusqu'à ce que t'aies plus rien. Et aujourd'hui c'est différent, je peux plus trop le faire, mais non, c'était vraiment une super expérience. Et comment tu pourrais expliquer aux passionnés qui écoutent ce podcast ou d'autres même, passionnés de sport tout simplement, la différence de rythme entre un peloton, une course professionnelle et une course à haut niveau amateur? Est-ce que ça roule de la même manière? Est-ce que c'est des attaques qui sont plus intenses chez les pros ou alors tout simplement qui sont plus nombreuses chez les amateurs? Quelle est la différence? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Après, je pourrais pas dire actuellement parce que je pense que ça a bien changé le monde amateur. On m'a dit que ça s'est beaucoup plus structuré avec les divisions, et voilà, je pense que maintenant ça court un petit peu plus comme chez les pros. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait des courses qui étaient un peu décousues. Il y en a d'autres, on savait où ça allait se passer. Par exemple, la Bellegarde, tu sais très bien où ça va se passer. Ça se passe très clairement. J'ai eu la chance de la faire 2 fois. Tu sais très clairement où ça se passe. C'est ça. Et moi, je préférais carrément ces courses-là où du coup, ça se fait à la pédale. Faut juste te placer à l'endroit où t'as besoin. Et après, derrière, c'est les jambes qui parlent. T'as moins de loterie aussi chez les pros. En fait, c'est ça. C'est que la course, souvent, tu sais où elle va se passer. Elle est écrite par les rôles de chacun aussi, peut-être. Ouais, par les rôles de chacun. Et puis aussi parce que t'as une grosse difficulté souvent à un endroit et tu sais très bien que les équipes fortes, c'est là qu'elles vont essayer de faire quelque chose. On voit que ça change de plus en plus, ça se décante de plus en plus tôt. Donc c'est intéressant. Maintenant, faut arriver à anticiper les stratégies des autres équipes. Donc mais c'est vrai que quand je suis arrivé, c'était à cet endroit, forcément ça va partir. Alors t'avais toujours en début de course la bataille pour l'échappée. Puis derrière, ça roulait. Et puis à la fin, c'était sur la dernière heure. Souvent, tu avais les points stratégiques. Ouais, ça c'est hyper intéressant aussi que tu nous partages ça. Et puis donc il y a ce passage professionnel, mais l'année 2018, il y a quand même une 2e place au championnat d'Europe, quelques centimètres derrière Marc Hirschi. Ouais. Marc Hirschi, effectivement. Là aussi, qu'est-ce que ça a généré chez toi? Une frustration parce qu'un titre de champion d'Europe, ça peut changer. C'est quelques centimètres. On sait derrière les résultats qu'ont eu Marc Hirschi et l'explosion qu'il a eu en 2022, je crois. Ouais. Là aussi, comment tu as vécu cette médaille d'argent? Non, j'étais un petit peu déçu, forcément. J'étais un peu dégoûté. C'était surtout stratégiquement. En fait, à un moment donné, Marc Hirschi était en échappée, mais on avait Aurélien avec lui, pareil peintre. Il y avait aussi peut-être Damien Touzé devant. Donc on s'est dit, nous, on est dans une bonne situation. Et moi, en fait, je cassais les relais derrière dans le peloton pour vraiment essayer de les laisser filer. Et jusqu'au moment où en fait il faisait très chaud ce jour-là,
on me dit, oh, Aurélien a des crampes, Damien a pété. Je dis, oh là là, mince, c'était la panique à bord. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, j'ai passé 2 tours entiers à chasser et j'avais peut-être 1 minute 30 ou 1:40 à boucher sur Marc Hirschi. Alors, j'ai de la chance, je crois qu'il a eu un petit problème mécanique aussi. Mais du coup, on s'est retrouvé à 3 un sprint avec Fernando Barcelo, que j'ai retrouvé chez Cofidis, et Marc Hirschi. Et puis voilà, dans le sprint, ça se joue à quelques centimètres, millimètres, j'en sais rien. J'ai même pas demandé la photo finish. Mais non, j'étais déçu. Mais content en même temps, voilà, de faire un podium, hein. Comme dit Benoît Cosnefroy, vaut mieux faire deuxième que passer au travers. Mais puis surtout, on a été récompensé par la victoire en Coupe du Monde de football la même journée. Donc on a pu faire la fête. On a fait la fête. En plus, c'était à Prague le soir, donc c'était cool. Bon, parfait. Et puis là, on va rentrer dans ces années, cette carrière professionnelle, donc que tu lances avec Cofidis. Alors on va pas refaire toutes tes victoires, hein, c'est pas le but, et toutes tes places, mais juste parler peut-être se concentrer sur la découverte des tours. Là je parle des tours. Pourquoi des tours? Parce qu'il y a le tour, vraiment les 3 grands tours, hein, Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne. Et toi, ton premier tour, parce que tu as fait les 3, tu as participé aux 3, c'est le Tour d'Espagne. Là aussi, est-ce qu'il y a un monde entre une course professionnelle d'une journée, il y a probablement aussi la différence avec les monuments, et une course par étape? Comment est-ce qu'on l'appréhende? Et comment est-ce qu'on la vit, surtout pour une première fois? L'appréhender, après, c'est ça, je saurais pas trop le dire, parce que c'était l'année Covid et c'était quand même assez particulier. Ouais. Je crois que le Tour d'Espagne, il commençait mi-octobre et finissait début novembre. À ce moment-là, donc ça fait bizarre de faire du vélo à ce moment-là, alors que normalement c'est la coupure. Mais par contre, à vivre, c'est totalement différent. La première semaine, ça se passe à peu près comme une course d'une semaine. Mais derrière, en fait, on a les courbatures tous les matins, on a une grosse fatigue qui s'installe tous les jours. Et en fait, faut arriver à faire avec. Et au bout d'un moment, tu te lèves le matin et en fait, t'as l'impression que tu vas travailler, quoi. T'as les jambes qui brûlent sur les 10-15 premières minutes parce que t'essaies de prendre l'échappée. Mais c'est normal. Et tu l'acceptes et tu fais avec. Tu sais que même si t'as mal aux jambes, elles vont répondre. Juste, tu te forces. Et je l'ai vécu comme ça, en fait. Au début, c'était dur. Et puis au bout d'un moment, c'est comme ça, et puis tu t'y habitues. Ouais, voilà. Et quel était ton rôle sur ce Tour d'Espagne? Tu avais un rôle très précis ou tu étais plutôt justement là pour apprendre, observer, ou tu avais vraiment le rôle de protéger ton leader? Ouais, justement, on avait Guillaume Martin quand même en leader. On s'est fait avoir dans la première semaine une étape où il y a eu du vent, il a perdu le général comme ça. Alors je sais pas, il fait peut-être encore top 20 en général, je m'en souviens plus, mais surtout on l'a aidé à aller chercher le maillot de meilleur grimpeur. Donc mon but c'était d'aller dans les échappées avec lui. Il y avait Pierre-Luc Perrichon aussi qui était dans ce rôle-là, et de l'amener le plus loin possible, l'aider à faire les points, et pourquoi pas essayer d'aller gagner une étape. Donc on n'avait pas réussi à gagner une étape, mais il a fait quelques belles places, et puis surtout ramener le maillot de grimpeur, et ça c'était quand même sympa pour mon premier tour. C'est une belle récompense, quand on est équipier comme ça et qu'on a accompagné son leader, que le leader lui, l'objectif, le maillot de meilleur grimpeur, on a une vraie satisfaction. On fait ça comme si c'était pour soi. Ah ouais, carrément. On est une équipe, hein, et quand on réussit quelque chose en tant qu'équipe, forcément, nous aussi, on peut se féliciter de ce qui est arrivé, et même si c'est pas mes résultats personnels, je sais que j'ai participé, et voilà, j'étais vraiment heureux pour Guillaume, pour l'équipe et pour moi-même. Et puis donc là, on bascule sur l'année 2021, et on parlait du Tour d'Espagne, mais il y a aussi le Tour d'Italie, qui pour beaucoup est le plus spectaculaire, peut-être le plus difficile, mais en tout cas les Italiens arrivent à mettre des étapes un peu folles qui rendent ce Tour d'Italie généralement assez spectaculaire. Là c'est pareil, est-ce que tu abordes le Tour d'Italie en 2021 avec beaucoup plus de confiance de par l'expérience que tu as accumulée? Est-ce que ton rôle est différent? Alors plus de confiance, oui et non, parce que quand même sur ma deuxième course de l'année à l'Ardèche, en fait j'ai fait une chute avec une commotion cérébrale avec perte de connaissance. Et du coup pendant un bon mois derrière j'ai été arrêté, j'ai pu reprendre à rouler, mais physiquement je me sentais prêt, mais j'avais encore des migraines un peu de temps en temps, donc j'étais pas certain C'est long une commotion cérébrale, c'est vrai que c'est long, puisque la différence entre le trauma crânien, c'est que la commotion cérébrale, c'est que le cerveau bouge en fait dans le liquide qui protège du crâne en fait, et donc ça a bougé, et pour vraiment c'est un repos complet en fait, c'est-à-dire qu'on te demande de ne plus rien faire, pas d'écran, pas de télé, pas de livre, il faut vraiment que le cerveau soit au repos complet. Et ça veut dire que pendant un mois, tu as vraiment coupé physiquement?
Non, j'ai pu reprendre peut-être au bout de 1 ou 2 semaines, je me souviens plus exactement. Et tu sentais que voilà, il y avait des douleurs. Ah ouais, puis surtout, donc j'avais des migraines assez régulièrement, mais surtout avec la concentration. Mais des fois, sur les premières sorties, j'arrivais au stop, je regardais à gauche puis à droite, et je me disais, est-ce que j'ai vu une voiture ou pas? Donc je recommençais. Des fois, je pense que je devais rester au moins 30 ou 1 minute, 30 secondes, 1 minute au stop pour être sûr qu'il y ait vraiment personne. Enfin voilà, c'était, je pense que c'était pas génial de faire ça. J'aurais dû faire du home trainer, ça aurait été un peu plus sécure. Mais ouais, du coup, c'était plus là-dessus que j'étais pas sûr. Mais physiquement, par contre, je me sentais bien. Et c'est vrai que dès le début du Giro, voilà, j'ai senti que j'étais très fort pour prendre les échappées. À chaque fois, je faisais des 5 minutes où quand t'avais des bosses, je me sentais bien. Donc mon but, c'était vraiment d'essayer de gagner une étape. De toute façon, c'était la volonté de Cofidis de gagner des étapes sur ce tour. On n'avait pas de leader pour le général. On avait un sprinter avec Elia Viviani, donc j'aidais du mieux que possible sur les étapes de sprint. Et puis après, voilà, nous on avait carte blanche avec les grimpeurs punchers pour prendre les échappées et essayer de gagner. Ce que vous avez fait, ce que tu as fait, parce que ce Tour d'Italie, moi je me souviens parfaitement de cette étape parce que j'étais derrière mon écran. Voilà, je suivais l'étape et donc je me souviens encore des commentateurs qui expliquaient justement que tu te positionnais bien, que tu les laissais faire. Ils se faisaient la guerre un petit peu avant l'ascension finale et tu vas remporter une étape. Alors c'est vrai que tu es sur le Tour d'Italie, tu as eu cette commotion cérébrale effectivement au début de saison 2021, mais tu arrives quand même avec des repères, hein, notamment sur le Tour de la Communauté de Valence quelques semaines avant le Tour d'Italie, et tu gagnes une étape de moyenne montagne. Et là, c'est pareil. Donc, j'ai eu Cyril Saugrin, que je connais, qui a gagné avant à Aubervilliers une étape du Tour de France. Donc, j'ai pas souvent en face de moi des personnes qui ont gagné une étape sur un grand tour, mais le Tour d'Italie, quand tu gagnes une étape, il se passe quoi dans ta tête, quoi? Oh, bah c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'était ma première victoire pro, déjà. Et, exact, ouais. Et puis en fait, sur le moment, t'y crois pas, tu te dis, waouh, vraiment. Mais alors, c'est la question que je voulais te poser parce que j'ai encore regardé les images en préparant cet épisode en début de semaine et tu parais totalement serein. Alors, tu lèves les bras, bien évidemment, mais on sent que tu maîtrises plutôt tes émotions, quoi. Alors qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Ouais, bah en fait, tu te demandes un peu ce qui se passe, mais c'est vrai que. Ouais, je me souviens, j'ai fait la montée à fond. Je me retournais, je voyais des motos, je savais pas trop s'il y avait des mecs derrière. Bon, en fait, ils étaient assez loin, donc j'aurais pu profiter un peu plus. Mais tu pédales jusqu'au dernier mètre. Ouais, parce qu'en fait, on se rend pas compte. Mais quand tu te retournes et que tu vois les motos, tu te dis, bah, ça se trouve, il y a un mec qui est juste derrière, tu vois, qui peut surgir. Mais ouais, j'ai pédalé à fond jusqu'à la fin. Et après, bah ouais, c'est vrai que c'est quand même une explosion d'émotions et c'est génial. Je pense que c'est des émotions, on aurait du mal à les vivre en dehors du sport. Ouais, très clairement. Puis même toi, je pense que tu peux en parler et les personnes en face de toi ne peuvent le comprendre que si elles l'ont vécu. Même là, tu vois, on en parle. Tu peux pas me le décrire parce que moi, je l'ai pas vécu. Donc, je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est une émotion tellement particulière que uniquement seuls ceux qui l'ont vraiment vécu peuvent vraiment comprendre ce que ça génère. Mais il y a une question effectivement que j'avais pas pensé à te poser. Mais dans ce que tu viens de dire il y a quelques minutes, j'ai envie d'en parler, c'est quand tu roules pour Elia Viviani à ce moment-là, très clairement, c'est les 2 ou 3 années qu'il a passé à Cofidis, bon, il était quand même en dessous de ce qu'il avait pu faire avant et même un peu après. Donc quand on roule comme ça avec un champion qui est vraiment, lui, dans la phase compliquée de sa carrière, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'il y a ce qu'on voit dans la presse et tout, mais ce qui est dans le bus, on regarde l'équipe, très clairement. Et quand on est avec un champion comme celui-ci qui doit bien comprendre qu'il est en difficulté, comment est-ce qu'on fait en tant que coéquipier? Comment est-ce qu'on lui parle? Comment ça se passe? Bah, c'était un petit peu compliqué parce qu'il avait énormément de pression. Bah oui, très clairement. Il attendait. C'est ça, c'était le Tour d'Italie, il y a eu même une étape qui arrivait chez lui. Et du coup, je pense qu'il s'était mis une pression énorme et ça se sentait. Tu vois, nous, on n'avait pas du tout la pression pour les étapes moyenne montagne, mais c'était vraiment. Le bonus. Voilà, si vous faites tous groupe péto, c'est pas grave. Enfin, vraiment, c'est ça le truc. Si vous êtes dans l'échappée, tant mieux. Vous y êtes pas, c'est pas grave. Et par contre, pour les sprints, je pense que l'équipe avait peut-être trop mis la pression parce que je pense que déjà lui, il se la mettait énormément. Donc ouais, ça, c'était un petit peu compliqué. Il a fait des belles places. Il n'est pas passé si loin de la victoire que ça. Mais bon, faire 2e, 3e, c'est pas une victoire et c'est ça qui est dur dans le vélo. Hein. C'est que gagner, c'est compliqué. Et je pense que vous êtes 200 au départ, il n'y en a qu'un qui gagne. Hein. C'est ça, donc faut être dans un état d'esprit, faut arriver à être relâché, je pense. Et je pense que ce relâchement, il a pas réussi à l'avoir juste à la fin de ses années Cofidis. Je pense que voilà. Alors je sais pas s'il avait déjà signé son contrat ou pas,
mais je pense que ça lui a fait du bien. Et c'est là, on a vu, il a gagné 4-5 courses quasiment d'affilée. C'est vrai. Ouais. Et c'est ce relâchement que d'ailleurs moi j'ai réussi à avoir au départ du Tour l'année dernière. C'est difficile de consciemment arriver à l'avoir, mais des fois on sait pas trop pourquoi. Et c'est dans ces moments-là en fait qu'on se sent le mieux sur le vélo. Mais est-ce que Viviani, il peut aussi y avoir la barrière de la langue. Est-ce qu'il vous partageait tout ça, Non. ou est-ce qu'il était vraiment avec son clan et Non, lui il partageait pas trop tout ça. C'est vrai que je pense qu'il était quand même un petit peu pas renfermé, mais isolé peut-être. Un petit peu isolé. Après voilà, il parlait avec notamment Sabatini ou un petit peu avec Simone Consoni, mais surtout avec Saba. Et nous, bah voilà, à table, c'est vrai qu'on n'échangeait pas énormément avec lui, alors qu'avec Simone beaucoup plus. C'était un petit peu compliqué parce que bah lui, c'était voilà l'expérience, il a fait des grosses équipes, le leader. Donc c'est pas moi qui allais aller le rassurer, alors que moi j'étais un rookie et un petit genou. Donc voilà, j'essayais de faire au mieux pour l'aider sur le vélo, et après voilà, je pouvais pas faire grand chose de plus pour lui. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi je le comprends, c'est que effectivement même si tu avais envie de l'aider, bah, c'était quand même un peu la star de l'équipe, quoi. Voilà, il y avait beaucoup de choses autour de lui, même s'il est en difficulté, on n'ose pas trop pour pas être maladroit. Donc voilà, j'avais pas forcément pensé à axer sur ça, mais le fait que tu aies cité Viviani, bah forcément. Quand tu vois ce grand champion qui performe sur route, qui performe sur piste, mais qui, les années Cofidis, effectivement, ont été compliquées pour lui. En tout cas, pour toi, le Tour d'Italie, tu as coché sur ta to-do list de ta carrière professionnelle, gagner une étape d'un tour, ça, c'est fait. Est-ce que ça a libéré des choses en toi par la suite, dans ton approche de l'épreuve, dans ton approche de ta carrière, de manière générale? Ouais, bah je pense que là une première victoire c'est important, et c'est toujours un passage où derrière je pense que ça nous libère, on se dit bah voilà, c'est possible, je l'ai fait, parce que tant qu'on gagne pas en fait c'est quelque chose qu'on a du mal à se dire est-ce que vraiment je peux y arriver, quand on en rêve, mais c'est difficile aussi quand on n'est pas le leader. C'est ça, je trouve que c'est un peu cruel, c'est que dans une équipe aujourd'hui, au départ d'une épreuve, tous les coureurs ont un rôle très précis à faire dans l'étape. Ouais. Le premier tiers, le dernier tiers, le dernier kilomètre, l'ascension. Là. Et d'arriver parfois en fin de saison de ne pas avoir de victoire, mais par contre d'avoir tout donné pour ses leaders ou son leader, ça peut être frustrant parfois, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais après, quand tu arrives en renégociation de contrat, en fin de contrat, tu vois, faut... Il y a plusieurs choses en fait. Quand on est équipier et qu'on est jeune et qu'on progresse, bah en fait c'est pas grave, parce que justement on progresse d'autant plus à se dépouiller pour quelqu'un que quand on essaie d'en garder pour faire un possible résultat et possiblement gagner. Donc c'est vrai que moi quand j'ai commencé, c'était voilà, je me mets au service des autres. Et c'est comme ça que voilà, petit à petit, on gravit les échelons. Petit à petit, on peut avoir ce rôle d'électron libre où en fait, t'as ta carte, mais t'es pas leader. Ce que j'ai eu souvent chez Cofidis. Et avec cette carte-là, on peut arriver à s'en sortir pour gagner. Mais c'est vrai qu'après, bah, il y en a, ils font toute une carrière en tant qu'équipier. C'est très difficile d'être reconnu en tant qu'équipier, en fait, pour re-signer ses contrats en tant qu'équipier, parce que c'est vrai que les équipes regardent d'abord les résultats. Ils veulent d'abord des mecs qui arrivent à gagner ou qui arrivent à marquer des points, parce que maintenant c'est important. Oui, c'est ça. Mais en même temps, voilà, quand certains s'inscrivent dans des rôles d'équipier et qui sont entre guillemets irremplaçables, enfin qui font très bien leur boulot, ben derrière c'est quand même valorisé. Et je pense de plus en plus. Oui, là, ça m'amène à cette question, parce qu'on parle beaucoup de la différence entre les équipes françaises, des équipes étrangères, anglo-saxonnes, et je trouve que ça commence effectivement un peu à s'équilibrer, mais c'est peut-être aussi la Quick Step ou les autres grandes équipes qui avaient amené ça, c'est que il y a un coureur qui était très bien payé, mais pour faire à bloc de tel kilomètre à tel kilomètre. C'était son rôle, et le gars n'avait aucune frustration de ne pas gagner de course, parce que il savait très précisément, et il était reconnu pour ça. On pense notamment aux coureurs qui font 2 mètres des équipes dont je viens de parler, où tu les vois du 100e kilomètre avant l'arrivée jusqu'au 50e, et les mecs ils roulent 50 km à bloc, et ils sont très bien payés pour ça, ils sont reconnus pour ça. Et en France, on avait l'impression effectivement que c'était pas aussi clair que ça. Ouais, mais après, je pense c'est aussi parce qu'on n'avait pas de mecs spécialisés pour ça, en fait. C'est vrai que il y en a beaucoup qui se mettent dans un rôle d'équipier, mais qui sont pas forcément les meilleurs dans ce rôle-là. Et en fait, je pense qu'ils sont aussi bien payés, aussi bien reconnus, c'est parce que ce sont les meilleurs dans ce rôle-là, et que personne d'autre, même un leader, aurait du mal à faire leur boulot. Ouais, très clairement. Mais voilà,
Cette conversation est très intéressante sur ces petits aspects qui sortent effectivement de ta carrière, Victor, mais vraiment du fonctionnement du peloton. Et puis on va continuer donc le Tour d'Italie où tu gagnes cette étape. Est-ce que ça a changé cette victoire? Est-ce qu'elle a changé quelque chose pour toi? Alors il y a forcément parce que tu gagnes une étape d'un grand tour, ça change des choses. Ouais. Tu re-signes chez Cofidis derrière, mais moi je parle plus du statut dans le peloton. Ouais. C'est-à-dire les autres grands coureurs, les autres grands champions, ou même n'importe quel autre coureur, mais est-ce que ça a changé ta place et ton statut dans le peloton? Un petit peu, c'est surtout le lendemain où j'ai eu des félicitations de plein de coureurs, dont des grands coureurs. Et là, j'étais touché parce que ouais, tu passes de anonyme complètement. Bah voilà, les mecs, ils ont vu ce que t'as fait et voilà, ils te félicitent. Il y en a même qui disent qu'ils étaient impressionnés. Bon, après, voilà, à prendre avec des pincettes quand tu vois ce qu'ils font. Mais c'est vrai que non, ça faisait plaisir. C'était une reconnaissance du peloton. Après, bon, derrière, si on s'arrête là, on passe vite quand même dans l'oubli. Donc ça n'a pas non plus changé. J'ai pas. C'était un point d'appui pour toi. Voilà, j'ai gagné un petit peu le respect, mais c'était pas non plus un truc de fou. Il faut continuer comme ça et si on veut continuer à faire sa place dans le peloton. Ouais, intéressant. Et on va accélérer, on va venir sur cette étape. Donc il y a le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie et le Tour de France. Et forcément, cette victoire à deuxième jour des courses, sachant que la première étape t'avait déjà impressionné tous les observateurs. Et en fait, t'étais pas à ton coup d'essai sur ce kilomètre, parce que en préparant cet épisode, j'ai vu qu'à Bourg-en-Bresse, sur un tour par étape, je sais plus lequel, t'avais déjà fait le coup du kilomètre. Ouais. Alors je peux retrouver dans mes notes, mais Tour d'Auvergne, non? Peut-être. Mais en tout cas, le titre avait été effectivement Victor Lafay surprend les sprinteurs. Ouais, c'était ça, Tour d'Auvergne. Donc c'était pas à ton coup d'essai de faire le kilomètre, et là t'attaques vraiment sous la flamme rouge. Ouais. Alors est-ce que c'était préparé ou tu l'as fait vraiment à l'instinct? Sachant que t'avais quasiment aucune chance, vraiment au sprint c'est ça. Pur, parce qu'il y avait tous les leaders, il y avait Wout van Aert qui voulait gagner, qui était grand favori. Ouais. Bah, je suis parti de ce postulat en me disant, je gagnerai pas au sprint. Parce que vous étiez... Au mieux, je fais 2. Enfin, j'ai déjà fait un sprint face à face avec Wout van Aert au Dauphiné 2022. C'était en plus mon temps après une bosse de puncher. Donc je pense que lui, avec son gabarit, il avait un peu plus de toxines que moi. Et il était plus fort que moi. Donc je me suis dit, un sprint à plat, comme ça, impossible que je le batte. Donc je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour gagner? Je savais qu'il y avait une petite montée et descente à 3 km à peu près. Je me suis dit, j'attaquerai pas dans la montée parce que moi j'étais complètement aussi, j'avais plus de jambes. Donc je me suis dit, déjà j'arriverais même pas, je pense, à sortir du peloton dans la montée. Donc j'ai laissé la montée se faire. Il y a eu quelques attaques. Il y a eu une autre attaque, je crois, sur le début de la descente où je m'étais dit peut-être que c'est ce moment-là. Donc j'ai laissé faire parce que la vitesse, pour le coup, dès qu'il y avait des attaques du peloton, elle était tellement grande que impossible d'attaquer. Et je me suis dit, on va voir, il y a peut-être un moment donné où ça va se poser justement après toutes ces attaques. Une petite hésitation du peloton. Ouais, ce que tu veux dire. Quelques kilomètres, on va dire, en retrait. C'est ça. Quelques kilomètres heure de moins. Ça aurait pu être à 2 km, et là, ça s'est fait à la flamme rouge, donc tant mieux pour moi, parce que mon 2 km, ça aurait été long à tenir comme ça. Mais ouais, j'ai senti, alors je sais pas si c'était que tout le monde se résignait en fait à un sprint du coup avec Wout van Aert comme favori. Il avait quand même 3 équipiers, dont Jonas qui traînait un petit peu derrière. Tant mieux pour moi. Mais c'est vrai que je pense que tout le monde s'est dit, maintenant on arrive dans le dernier kilomètre, on va se concentrer, essayer de prendre une bonne position pour le sprint. Et c'est ce moment-là où ça ralentit un petit peu. On est peut-être passé de 55 à 50 km/h. Et je me dis en fait c'est même pas je me suis dit faut y aller maintenant. Ça s'est fait naturellement. Je l'ai senti en fait. Je l'ai senti. Je restais un petit peu derrière. J'avais vu il y avait Simon Yates, David Gaudu qui traînaient un peu derrière. Je les soupçonnais de vouloir faire un peu la même chose. Et puis finalement, ils y sont pas allés. Donc moi je suis parti. Vraiment sur les images, t'es vraiment dans les tout derniers, voire le dernier de ce groupe-là, parce que c'est pas un peloton. Vous êtes non, on est une vingtaine. On est une vingtaine. Ouais. Et on voit dans les images effectivement que tout de suite tu prends, t'as le jump quoi, très clairement, même si t'as les jambes boxy. Moi je suis parti au sprint, clairement. On voit tout de suite que tu fais l'écart. Et donc tu attaques, on voit cette image d'hélicoptère, et dans ta tête, j'imagine que les jambes effectivement, ça doit être compliqué. Mais il se passe quoi sur ce dernier kilomètre? Ouais, justement, en fait, je pars au sprint et je me souviens que j'avais les jambes qui explosaient. J'avais pas encore passé le premier du groupe qui roulait, mais par contre, j'avais déjà une différence de vitesse qui était énorme.
Je crois que j'ai un pic à plus de 65 km/h, alors que tu vois, si eux ils étaient à 50, mine de rien, tu passes quand même vite à côté. Donc c'est pour ça que j'ai pris vite de la distance. Et je suis parti au sprint parce que je me suis dit, il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne la roue, parce que sinon c'est cuit. Et par contre, au bout de peut-être 10 secondes d'effort, 15 secondes, je me suis dit là, t'as fait une grosse bêtise, parce que impossible que tu puisses rouler comme ça jusqu'à la ligne. 1 kilomètre à quasiment 60 à l'heure, c'est 1 minute quand même. Quand t'as fait 15 secondes au sprint et que t'as plus rien, c'est compliqué de continuer à pédaler. Mais après voilà, c'est le tour. Il y a une adrénaline qui est énorme. Je pense que tu déconnectes complètement. Ah, puis j'ai jamais eu autant d'adrénaline. T'es pas totalement déconnecté, hein. La douleur, tu la sens. Tu sens que tes jambes, elles sont tellement lourdes. Je savais même pas. Enfin, mon corps pédalait entre guillemets tout seul parce que je contrôlais plus rien. J'avais tellement de toxines que c'était impossible de moi contrôler le pédalage. Par contre, j'ai vu ça après. En fait, j'avais l'impression que j'emmenais gros, que j'arrivais pas à emmener le braquet. Et en fait, j'ai regardé, j'ai fait 1 minute à 125 tours minute de cadence. Sur les SMH, moi c'est ce que je me suis dit aussi. Est-ce que c'était en faux plat descendant? Parce que tu tournes les jambes vraiment. Alors, il y avait peut-être un petit peu de faux plat descendant ou de vent de dos, je sais pas, parce que c'est quand même 60 à l'heure sur 1 minute. Tu fais pas ça sur du plat, ou du moins pas avec du vent de face, ça c'est sûr. Quel braquet? Je sais pas, mais 125 tours. Je me souviens, j'ai remonté une dent à 300 mètres. J'ai dû peut-être redescendre à 110, 115 tours. Et je me dis, t'emmènes trop gros là. Alors qu'en temps normal, quand t'emmènes gros, tu sais que tu t'es tombé à 80 tours. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé, c'est qu'en fait j'avais plus de force pour emmener du gros braquet. Mais par contre, voilà, j'arrivais à tourner les jambes et finalement, la puissance, c'est si t'arrives à tourner les jambes, t'as moins de force à mettre. Et tu gagnes l'étape devant Wout van Aert, donc ça se joue à 2 mètres, hein, enfin, ou même pas une demi-seconde, je sais pas. Enfin bon, ils arrivent vraiment dans la roue. C'est vrai que je me suis pas retourné, ou peut-être brièvement à un moment donné, et en plus tellement j'étais dans l'effort, j'ai rien vu, je voyais trouble. donc juste je regardais devant et je voyais où était la ligne. Je me dis bon pour l'instant ils m'ont toujours pas doublé, donc je continue de me donner à fond. Mon corps me criait d'arrêter. Il me disait non mais arrête là, c'est pas possible. Mais voilà, moi je me disais si je me fais doubler, oui j'arrêterai. Mais tant que je me fais pas doubler, je donne tout ce que j'ai et juste on verra quoi. En tout cas cette image où tu lèves les bras et je trouve qu'elle est c'est une super belle image du Tour de France quoi. Tu vois, c'est ces moments-là qu'on veut regarder. C'est quelqu'un qui s'y attend pas, qui donne tout et qui gagne, et on voit tout de suite que derrière c'est Romain Bardet qui vient de féliciter, je crois, qui était dans le groupe. Et comment tu réalises ça en fait? En fait c'est pareil, c'est des émotions énormes, et je pense que si elles sont aussi énormes, c'est parce qu'il y a aussi toute la frustration, tous les efforts, tout. Je pense, alors je sais pas si c'est pareil pour tous les coureurs, hein, mais toutes les émotions positives, négatives, emmagasinées avant, elles explosent à ce moment-là en fait. Et comme au Giro, par exemple, quand j'avais gagné, c'était aussi cette commotion, toutes les blessures, les galères, tous les moments un peu de doute, et tout s'envole à ce moment-là, tout explose, et c'est indescriptible, mais en fait c'est une libération énorme en fait. On se sent juste heureux, juste de la joie, et tout le négatif s'en va quoi. Alors c'est vrai que l'équipe Cofidis n'avait pas gagné sur le Tour depuis des années, et toi dès la deuxième étape, je crois même que tu étais le seul coureur français à gagner cette année-là en 2023. Et derrière, je pense que là très clairement, maintenant Victor l'a fait. Alors autant tu l'as dit sur le Tour d'Italie, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Est-ce que là, je te repose la même question, est-ce que cette étape a changé quelque chose? Ouais, quand même. Là c'est sûr, parce que en Italie c'était en échappée. En plus, il n'y avait pas vraiment de puncher grimpeur dans l'échappée. Donc c'était bien. Enfin, gagner une étape sur un grand tour, c'est quand même quelque chose. Mais là, c'était avec les favoris. En plus, en faisant quelque chose d'un peu inattendu. Surprenant. C'est ça, de surprenant, c'est ça, c'est le mot. Et donc forcément, ça plus. Physiquement c'est plus la veille, je pense que j'ai marqué les esprits. Oui, exact. Parce que finalement le deuxième jour j'étais vraiment pas bien toute la journée, j'ai souffert parce que je pense que j'avais trop donné. On peut le dire, la première étape, t'es le seul à suivre les deux grands favoris au sommet d'une bosse, et tu te retrouves tout seul avec eux deux. Et là effectivement tout le monde s'est dit mais il sort d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que là ça t'avait donné confiance aussi, ou alors on est dans un autre registre le lendemain, ça n'a rien à voir, sur un sprint, sur confiance et frustration, parce que j'avais des jambes de feu et j'ai pas su en profiter pour aller gagner. Et le soir j'étais hyper frustré, je pensais au maillot jaune, je me dis purée, c'était la première étape
Là, t'as mal joué stratégiquement. Physiquement, t'étais bien. Stratégiquement, t'as mal joué. Et je pense que ouais, j'ai ruminé, etc. Et c'est pour ça aussi que j'ai rien lâché le deuxième jour. J'avais un point de côté toute la journée, j'étais pas bien. Je pense que je m'étais beaucoup trop donné la veille. Et j'ai failli passer par la fenêtre la dernière montée, elle était horrible. Mais j'ai réussi à tenir. Et je pense que ouais, j'ai un peu explosé. J'ai fait la cocotte minute en fait jusqu'à ce moment du kilomètre. Et là, j'ai relâché la pression dans le kilomètre. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi donné des ailes. Alors, tu parlais du maillot jaune, mais tu repars la 3e étape avec le maillot vert. Ouais. Là aussi, c'est aussi, tu vois, pour un grimpeur. Ouais, c'est improbable. Ouais, franchement, c'est improbable. Et d'ailleurs, je sais pas si j'aurai l'occasion de le reporter un jour, mais c'est vrai que j'étais super content de porter le maillot vert. Et je me sentais pas très légitime dans cette tenue. Mais je trouvais que voilà, elle était classe et vraiment j'étais super content de vivre ça. Et comment tu vis ce tour derrière? Parce que là, objectif rempli, je veux dire, 2e étape, tu gagnes ton étape, tu portes le maillot vert, qui est la cerise sur le gâteau pour un grimpeur de porter le maillot vert. Comment tu vis le tour derrière? Est-ce que tu as quand même, forcément vous avez une stratégie d'équipe et donc tu as un job à faire, voilà, mais est-ce que en termes de pression, tu vis totalement libéré? Est-ce que tu te mets quand même encore un peu la pression pour aller chercher des résultats des classements? Comment est-ce que tu vis ce tour derrière? Ouais, j'avais encore 2 autres étapes en tête quand même. Donc après, il a fallu gérer les émotions. Et puis même, je suis arrivé sur le tour. Les sollicitations aussi. Les sollicitations. Et bon, le tour n'était pas prévu pour moi et j'étais arrivé quand même dans un état de fatigue émotionnelle déjà assez avancé, on va dire. Je m'étais dit, mais jamais tu tiendras 3 semaines. Et je pense que ça, plus la victoire, ça fait que j'ai eu un gros coup où voilà, je pense que j'ai dû un peu récupérer, souffler. Les Pyrénées, j'étais nul. Je lâchais avec les sprinters, c'était incroyable. Alors que première étape, j'étais dans les meilleurs. Et ouais, je pense que voilà, j'avais besoin de souffler un petit peu. Et la 2e semaine, physiquement, ça allait beaucoup mieux. Alors le seul truc, c'est que sur la fin des Pyrénées, voilà, j'ai pris un petit mal de genou, machin, le temps de se remettre un peu en place. Et je crois que c'était le mardi, jeudi de la 2e semaine où voilà, j'avais coché 2 étapes un petit peu pour les punchers. C'était les 2 seules que je pouvais viser en termes de parcours. Et je me suis senti bien sur ces 2 étapes. Donc pour le coup, j'étais content. J'avais réussi à retrouver mes jambes sur ces 2 étapes. Il y en a une, c'est mon collègue Yon Izagirre qui a gagné. Exact. Donc, victoire, d'ailleurs. ah bah, incroyable. Ouais, franchement. Et puis en plus, c'est un super mec. Donc j'étais trop heureux pour lui. C'était trop cool. Mais sinon, après, ouais, le reste du tour, il y a eu cette chute au contre-la-montre qui était vraiment bête où j'ai déraillé et en fait j'ai tapé mon genou dans le cintre et ça fait que j'ai galéré toute la dernière semaine à pédaler sur une jambe et demie. L'étape de la Lose, franchement c'était un enfer. Et puis finalement bah, je chute encore dans la dernière descente du tour en Alsace. Et là pour le coup je me suis pas relevé, je me suis plumé à 70 à l'heure sur un goudron qui était bien poreux, je pense voilà, un peu type râpe à fromage, quoi. Ouais, je vois. Puis un petit peu sonné sur le moment, je pense que j'avais dû un petit peu taper la tête. Enfin voilà, je suis reparti en ambulance, déçu de pas voir les champs, forcément, mais en même temps, voilà, j'avais tellement galéré avec le genou toute la semaine que j'étais presque content que. Ouais. Ah ouais, parce que ouais, j'en pouvais plus de souffrir. Et puis les chutes, c'est vrai que tu en parles, mais vous roulez de plus en plus vite hein, avec les nouveaux matériaux, les stratégies d'entraînement, les préparations. Et quand tu tombes à 70 à l'heure, c'est vrai que les maillots. Un petit bout de textile, quoi. Vous n'avez pas de protection, quoi. Non. Ça brûle, quoi. Enfin, je veux dire, on voit pas ce qui se passe sous le maillot, mais... Ah bah là, le maillot était arraché de partout et la peau avec. Hein. Et même un choc, je veux dire, on se rend pas compte, mais quand on écoute les journalistes et que l'explique que le coureur, il est tombé, donc il est plus du tout en forme le lendemain, alors que la veille, il avait des moyens un peu incroyables. Mais c'est vrai que le corps résonne, c'est-à-dire que tu fais une chute... et on n'est pas du tout au même niveau, et je compare pas, mais pour l'avoir vécu, le lendemain, oui, ton corps, t'es courbaturé. Il se protège, tu sens que tu as moins d'énergie, tu sens que tu n'as plus d'énergie. Ouais, et donc, imaginez, et je dis ça à ceux qui écoutent, au niveau de Victor, quand tu es sur le tour, tu tombes à 70, tu les vois, les mecs, le lendemain, repartir, rerouler et se remettre devant, franchement, respect, quoi. Respect. Ouais, est-ce que ça, quand tu roules, alors, est-ce que tu penses à la chute? Je vais pas poser cette question, mais est-ce que vous avez conscience un peu que ça va de plus en plus vite et que les chutes, elles sont de plus en plus, je sais pas si on peut dire douloureuses, mais que l'impact est de plus en plus fort? Ouais, après, c'est pas parce que tu roules plus vite que tu te fais plus mal. Au contraire, souvent, tu glisses plus et au final, tu as moins de risque de te casser quelque chose.
Après, ouais, c'est sûr qu'on voit qu'on passe de plus en plus vite dans les villages, dans les rétrécissements, les ronds-points. Donc, on serre un peu plus les fesses. Mais après, je sais pas s'il y a plus de chutes qu'avant, ça je suis pas sûr. Non plus, Mais par contre, le mobilier urbain, ça c'est dangereux parce que quand tu tombes sur un trottoir ou juste comme ça, c'est là que tu peux te faire mal. Ouais, clairement. Et puis, je reviens juste donc cette victoire, ce tour. Est-ce que là aussi, je reviens un petit peu en arrière où tu me disais qu'en 2018, tu étais en amateur, mais que c'était déjà signé. Est-ce que là, ton changement d'équipe chez Decat, il s'est fait avant, il s'est fait pendant, il s'est fait après? Parce que tu arrives en fin de contrat, en fin de 2023. Non, ça s'est fait après. On était en discussion depuis un moment, mais ouais, ça s'est fait après. J'ai signé, ça devait être mi-septembre, un truc comme ça. Ouais. Franchement, cette victoire d'étape arrive parfaitement, quoi. T'es plus du tout dans la même position au mois de juin qu'au mois d'août, quoi. Disons que le projet restait le même, mais avec encore plus d'ambition du coup derrière. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu avais d'autres équipes qui... Alors je te pose cette question, même si j'ai lu des choses, tu t'en doutes bien. Mais est-ce que tu avais d'autres équipes qui étaient intéressées? Ouais. Forcément, quand on gagne une étape comme ça... Eh ben en fait, non, c'est marrant, mais d'avoir gagné l'étape, ça m'a plus réduit mes possibilités. Ah ouais. Alors, ça les a pas réduites, mais c'est quand même mois de juillet, le Tour de France, donc la saison est déjà bien avancée, et la plupart des équipes, ils ont déjà choisi leur leader et validé leur leader avec les gros budgets pour l'année suivante. Donc de gagner une étape, forcément, ma valeur augmente, et certaines équipes, après, ils n'ont pas forcément les moyens, en fait, de monter. Donc c'est sûr que... Ta valeur augmente par rapport au nombre de points que tu apportes, en fait, au niveau international, dans... Ouais, alors... Il y a les points, puis il y a aussi le fait de... C'est pas forcément les points, mais évidemment. C'est ça, c'est plus le potentiel, et puis il y a l'image aussi, parce que des fois, l'image, elle est importante. Dans ce milieu-là. Ouais, c'est ça. Clairement. Et surtout là, pour une équipe française, je pense qu'ils vont pouvoir profiter de mon image. Et donc, à un moment donné, tu as eu un choix à faire. Est-ce qu'il y avait des équipes étrangères? Ouais. Qu'est-ce qui a orienté ton choix? Ouais, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je m'étais dit, j'aimerais bien partir à l'étranger. Plusieurs choses pour apprendre à encore mieux parler anglais. Et aussi que voilà, je voulais vivre une expérience étrangère, voir leur approche du vélo, parce que je pense que chaque équipe déjà a une approche différente, mais je pense que c'est encore plus différent dans les équipes étrangères. Donc voilà, je m'étais dit c'est les années où je peux me donner vraiment à fond et m'investir à fond dans le vélo. Et donc voilà, je m'étais dit au début pourquoi pas une équipe étrangère. Et puis après, c'est vrai que Decathlon H2R, à l'époque, c'était juste H2R la mondiale. On savait pas encore que c'était Decathlon le partenaire, mais ils sont venus me voir avec un gros projet. J'ai senti qu'ils allaient prendre un virage. Et vraiment, ils m'ont séduit. Et puis là, c'était la surprise de voir que c'était carrément le groupe Decathlon qui allait mettre son nom à l'équipe. Ouais. Et donc non, je suis super content de mon choix. Et voilà, donc je suis pas parti à l'étranger, tant pis. Mais vous parlez anglais dans l'équipe. Mais ouais, non, mais franchement, c'est bien de le relever parce que justement, ça fait partie aussi des choses qu'on met en place dans l'équipe. C'est d'amener l'anglais dans l'équipe et à terme que ce soit la première langue dans l'équipe et le français après. Ouais, mais c'est vrai que Decathlon, alors moi je connais bien Van Dressel parce que c'est le partenaire principal des épreuves que j'organise en longue distance. Mais franchement, le projet sur 5 ans, il est hyper excitant. Enfin, tu sens qu'ils ont vraiment mis les moyens et qu'ils veulent vraiment se donner les moyens de devenir dans 5 ans une des meilleures équipes. Si tu suis un peu le milieu, tu vois que c'est ce qu'ils souhaitent. Il y a un vrai objectif. Je trouve ça génial avec des vélos en plus Van Dressel qui apparemment sont... Dorian me disait qu'ils étaient extraordinaires. Ouais. Moi, j'avais eu la chance avec Nicolas Piron, qui est le leader de Van Dressel, qui a roulé Race Cross France l'année passée avec ce vélo justement pour tester un peu les réactions. Donc, je l'avais vu déjà il y a 1 an et j'avais trouvé fabuleux. Donc, en tout cas, le projet est extraordinaire. Et donc, tu décides d'aller vers donc cette équipe Decathlon. Je trouve que l'histoire est belle parce que c'est un petit peu un retour aux sources quelque part. À H2R la mondiale, tu vois, t'avais été à Chambéry pendant 2 ans et puis cette blessure t'avait fait prendre un chemin différent, mais au final, tu reviens dans cette structure. Est-ce qu'il y a du monde que tu connais du coup? En coureur, ouais, surtout. Coureur, mais même staff, est-ce que ça a vraiment totalement changé par rapport aux années CCF ou en fait, quand j'étais au CCF, c'est vrai que j'ai eu très peu d'attaches avec l'équipe pro. Donc même avec Vincent Lavenu, j'ai peut-être dû lui parler 2 fois, mais alors lui, peut-être qu'il me voyait un petit peu plus, il regardait un peu plus les résultats, etc. Mais moi, j'avais pas de contact avec lui. Donc non, au final, alors il y a quelques staffs qui sont passés justement du centre de formation à l'équipe pro, que j'ai retrouvé là-bas. Mais sinon, c'est surtout les coureurs.
Alors là, je vais venir sur un segment en plus. Tu parlais des équipes étrangères, de l'approche, des gains marginaux, data, tout ça. Est-ce que toi, tu es un coureur professionnel qui est attaché aux data? C'est-à-dire, est-ce que tu vas mesurer ton sommeil, mesurer tes watts? Est-ce que tu regardes vraiment tes data après chaque entraînement, ou est-ce que tu laisses ça à ton entraîneur qui te débriefe et qui te lise entre les lignes ces points-là? Ou est-ce que tu n'es pas du tout attaché à ça et tu es aux sensations? Je vais dire les deux en fait. Alors, il y a pendant la course et à l'entraînement. C'est peut-être aussi des choses différentes. Puis il y a même, pour moi, je suis beaucoup dans le ressenti. Mais du coup, j'aime bien aussi savoir pourquoi je me sens bien, pourquoi je me sens pas bien. Et ça, c'est avec les data qu'on peut arriver à analyser. Par exemple, quelque chose, je sais pas comment l'expliquer, peut-être c'est la fatigue nerveuse. Mais souvent, je me sens mieux, plus réveillé, si je dors un petit peu moins qu'un petit peu plus. Donc je vais être souvent mieux, alors peut-être pas faire sur une course à étapes, mais pour les courses d'un jour, si je fais une nuit de 7 heures, je vais être mieux que si je dors 10 heures par exemple. Okay. Donc c'est intéressant ça. Et ouais, connaître ça. Et je pense que ouais, c'est peut-être parce que je suis un petit peu plus nerveux, etc. Parce que sinon peut-être je sais pas, trop dormi, je me sens pas réveillé. Je sais pas trop exactement comment ça marche. Mais voilà, ça c'est avec la data, faut analyser ça en fait pour savoir derrière l'exploiter quoi. Et toi qui es un coureur professionnel, donc chez Decat, tu as le statut chez l'équipe Decathlon chez 2R, tu as le statut de leader en 2024. Ouais. Donc ça veut dire que est-ce que tu regardes aussi ce qui se passe dans les autres équipes? Là, je parle des gains marginaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que pour toi la référence c'est la Jumbo? Est-ce que c'est UAE? Est-ce que c'est une autre équipe? Quel regard tu as sur justement cette performance? Ouais, c'est vrai, déjà j'attache quand même beaucoup d'importance au matériel et surtout maintenant, c'est clair, ça fait la différence. Avoir du bon matériel, ça fait vraiment la différence. On a beau dire, alors pas forcément en montagne dans un col. Dans un col long, c'est la rigidité, t'en as pas besoin. L'aéro, t'en as pas beaucoup besoin. Quand c'est raide, c'est le poids. Mais tout le reste de la course, que ce soit surtout dans les descentes, faux plat descendants, dans les relances, avoir un vélo qui réponde bien, qui soit bien aéro, qui roule vite, c'est devenu important. Donc c'était ça aussi qui m'avait plu dans ce projet-là. Le Van Rysel qui a un vélo exceptionnel avec des super roues Swiss Side dessus. Donc là-dessus, voilà, j'étais séduit par ça. Et derrière, c'est sûr que comme je disais, en fait, depuis tout petit, mon investissement il augmente. Et du coup, je vais chercher là de plus en plus les gains marginaux et le petit truc qui peut faire que je vais encore progresser. Donc c'est pour ça, ouais, je regarde aussi ce que font les autres et que ce soit sur les positions sur le vélo, parce que ça aussi c'est énorme. On parle d'un bon vélo, mais si on n'a pas une bonne position sur son vélo, derrière, en fait, le gain il est nul. Ouais, le bon casque, on voit aussi que une équipe comme EF, cette année, ils ont eu des casques qu'on utilisait avant au chrono, mais maintenant ils les mettent sur route. Ouais. Donc c'est hyper intéressant de voir comment tout ça évolue. Ouais. Et selon toi, l'équipe la plus performante sur ça aujourd'hui, la plus qui est portée vraiment sur les gains marginaux, qui poussent la recherche au maximum, même si, ce qu'il faut le savoir, Decathlon, et pour avoir visité le site Van Rysel, donc le Between Village à Lille, est la deuxième entreprise française à consacrer autant de budget après Renault sur le R&D. Ouais. Donc c'est clair que c'est très très poussé. Les vélos, les casques dont vous êtes équipés sont poussés au maximum sur l'aérodynamisme. Mais est-ce qu'il y a une équipe pour toi qui est la référence aujourd'hui dans le peloton professionnel? Disons que c'est difficile à dire. Niveau matériel, je pourrais pas dire. Parce que comme tu dis, Van Rysel, on fait un investissement énorme. Si ça se trouve, on a le meilleur matériel. Mais ça, on peut pas le savoir parce qu'on n'a pas essayé. On n'a pas essayé les autres. Milieu fin d'année pour voilà. Les résultats, cette conséquence. Mais quand on parle au global, et je pense surtout l'optimisation humaine, je pense que voilà, l'équipe phare, c'est quand même la Jumbo-Visma. Parce qu'ils mettent les moyens humains, c'est ça que tu veux dire, à disposition des coureurs, mais aussi dans tes recherches. Ouais, l'optimisation homme-machine en fait, et pas que l'optimisation machine. Je pense que c'est eux qui sont les meilleurs et que ce soit physiologiquement. Enfin, je pense que c'est eux qui investissent le plus en fait pour comprendre comment marche au mieux la machine humaine. La machine humaine, le corps humain. Et donc voilà, je sais que eux, niveau matériel, ils essayent de tout optimiser, mais comme nous. Bien sûr. Mais derrière, ils ont des moyens et puis aussi ils font beaucoup plus de stages, etc. Ils préparent vraiment différemment les courses de la plupart des autres équipes. Hein. C'est pas que nous. Hein, je pense qu'il y a que eux qui font des fois 6 semaines de stage pour préparer un Tour de France. Ils sont jamais vraiment chez eux. C'est ça, quitte à ne pas courir avant. Enfin, c'est quand même
c'est pas bizarre, mais c'est vrai que c'est une autre approche. C'est une autre approche, ouais. Et je pense que eux, ils la maîtrisent vraiment très bien. Ouais. Alors, ta saison 2024, comment est-ce qu'elle va être en tant que leader cette année? Déjà, comment tu appréhendes ce rôle? Et quels sont tes objectifs de l'année 2024? Ouais. Je sais pas si tu peux en parler ou... Si, ouais. bah, je pense. Hein. Après, là, on a décalé un petit peu ma reprise, du coup, avec ma petite gêne au genou. Mais j'espère pouvoir reprendre sur Tirreno Adriatico. À la base, j'avais déjà un premier bloc objectif, justement, avec Strade Bianche, Tirreno et notamment Sanremo. Strade et Sanremo que j'ai jamais fait. Donc, j'espère pouvoir quand même aller sur Sanremo et être fort. Ouais, clairement, Sanremo, je pense qu'en plus, ça peut être dans mes cordes, dans mon registre, parce que c'est quand même une montée de puncher. Ouais, pas très raide, il faut de la force. C'est pas que le rapport poids-puissance, là, c'est aussi, voilà, il faut avoir de la puissance, quitte à être un peu plus lourd. Franchement, ça aurait de la gueule de voir Victor Lafay dans la dernière ascension, je demande que ça. Bah ouais, j'aimerais bien. Alors, voilà, on verra si cette année, ça passe en termes de timing, ça va être un peu serré. Mais j'aimerais bien au moins la faire pour découvrir, pourquoi pas pour les années suivantes. Sinon, mes gros objectifs, là, ça va être les Ardennaises. Avec la Flèche Wallonne, hein, qui est une course qui me correspond vraiment bien, mais un petit peu plus axé sur Liège-Bastogne-Liège cette année, alors que l'année dernière, par exemple, c'était l'inverse. Je m'étais préparé juste pour la Flèche. Liège, en plus, voilà, j'ai appris une semaine avant que j'allais la faire, donc c'est vrai que c'était du bonus. J'avais pas du tout préparé la distance, j'avais pas fait l'entraînement depuis 4h30. Ouais, parce que la distance, tu fais bien c'est totalement différent, c'est ça. C'est les monuments, c'est 1 heure, voire 1h30 de plus. Donc voilà, faut s'entraîner pour. Mais je pense que Liège, c'est une course qui peut vraiment me convenir, avec des montées voilà, de 5 minutes maximum. Et répéter ces efforts-là, je pense que ça peut être mon truc. Ouais. C'est vrai que j'ai eu la chance de discuter avec Christian Meyer, le fondateur de Service Course en Espagne, à Nice, et j'ai eu la chance de rouler, on a roulé tous les deux pendant une journée. Et il me disait que l'épreuve la plus difficile auquel il a participé, qu'il a vraiment détruit et ruiné, c'était Liège-Bastogne-Liège. Ouais. Pour toi, quelle est l'épreuve aujourd'hui qui t'a le plus marqué, qui a été la plus difficile? Je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai un souvenir de mon premier Liège, 2020, justement, l'année Covid. J'avais justement pris le Covid avant. Depuis un mois, j'avais pas fait de sortie depuis 3 heures. Je me retrouve à faire la Flèche Wallonne. J'ai réussi à amener mon leader Edu Serrada au pied du dernier mur, mais voilà, j'ai fini complètement mort. Et là, je fais Liège, j'arrive à basculer la Redoute, et derrière, j'ai lâché, mais sur le plat des Forges. Mais alors que c'était sur le plat, quoi. Mais j'en pouvais plus, j'avais des crampes de partout. Et je me souviens, j'ai terminé, j'arrivais même plus à pousser 200 watts dans la Roche au Faucon. J'ai failli monter à pied. T'avais plein de mecs qui me passaient, impossible de prendre les roues. Et je suis passé de, justement, quand tu passes la Redoute, normalement, voilà, t'es dans les 50 premiers. Ouais. T'es quand même pas trop mal. Enfin, surtout là, en plus. Elle est longue, en plus. Hein. Bah ouais. Et je finis quasiment dernier. Je me fais rattraper par le dernier groupe Eto. À la Flamme Rouge parce que j'arrivais même sur le plat, même en descente, j'arrivais pas à prendre les roues des mecs, et je pense que j'ai rarement fini dans un état voilà aussi vide, plus d'énergie, plus de jambes, plus rien, quoi. Et la Belgique, c'est vrai que moi encore la semaine dernière, tu vois, j'étais en Belgique reconnaître le parcours de Race Across Belgium, et donc tous ces beaux monuments dont tu parles, comment tu appréhendes, parce qu'il y a une vraie pression, un vrai stress dans le peloton pour aborder la Redoute, le mur de Grammont, le mur de Huy, enfin tu sens qu'à l'approche, hein, ça se place. Ouais. Ces forts pourcentages-là, toi, comment tu les appréhendes? C'est très court, hein. Moi, la première fois que j'ai fait ces monuments, je me suis dit, mais c'est déjà fini. Mais par contre, c'est super, c'est très dur, mais c'est pas très long. Ouais. Donc c'est hyper tonique, quoi. Ouais, moi, c'est ce que j'aime. Hein. Clairement, c'est mon truc. J'aime bien quand on va chercher des puissances assez élevées dans des murs comme ça. C'est là où je me sens le mieux. Je suis quand même assez à l'aise en danseuse. Et à ces puissances-là, dans des murs comme ça, tu montes en danseuse. Donc moi, c'est ce que j'aime. Après, c'est sûr que le placement, voilà, c'est toujours très tendu. Tout le monde veut être devant à ce moment-là. La descente avant la Redoute, elle est assez impressionnante. On prend vraiment une grande vitesse. Donc c'est pas mon moment préféré. Mais en même temps, voilà, t'arrives dans un état de stress au pied du mur où ça fait que ça, plus l'adrénaline, tu sens pas tes jambes. Et c'est des moments qui sont vraiment exceptionnels, et j'adore faire ces montées-là. Là, tu nous as expliqué la première partie de la saison. Est-ce qu'il y aura des tours pour toi au programme cette année? Ouais, alors pour l'instant, c'est sûr qu'on a surtout axé sur le Tour de France, mais avec une possible Vuelta derrière à enchaîner. Je pense que l'équipe a aussi l'ambition d'essayer de me faire gagner sur les 3 grands tours. Il y a Nance Peters aussi qui est dans le même cas. Donc voilà, si le Tour de France se passe bien, que je récupère bien, et ben pourquoi pas
faire une petite Vuelta derrière, voilà, pour essayer d'aller chercher une victoire. Et puis après, je pense qu'on aura aussi Ben O'Connor pour le classement général là-bas. Donc avec quand même des bonnes ambitions. Bon, écoute, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui écoutent cet épisode, qui font du cyclisme ou pas, qui te suivent ou pas? Quel message tu pourrais leur faire passer aujourd'hui? Ouais, en tout cas, surtout faites-vous plaisir en fait. Moi, je sais que c'est ce qui marche pour moi et je pense que c'est ce qui marche pour la plupart. Il y en a, ils prennent du plaisir voilà, dans leur investissement et en faisant attention aux moindres détails. Il y en a qui prennent du plaisir dans l'entraînement, d'autres qui prennent du plaisir justement en décontractant après l'entraînement. Mais le but, c'est de se trouver un objectif pour se motiver. Et derrière, voilà, c'est de garder un équilibre et jamais être trop dans la contrainte, parce que c'est pas bon. Et si on fait ça, c'est parce qu'on aime ça et parce que voilà, on a envie de vivre des émotions et de se faire plaisir. Donc juste, voilà, amusez-vous. Et moi, en tout cas, c'est en m'amusant que ça marche et que je vais chercher des résultats. Ouais, on l'a compris effectivement de par ton parcours. On a bien vu qu'effectivement, à aucun moment tu t'es mis la pression et plus le temps passe, plus justement tu t'entraînes, tu te consacres à ce qui est devenu ton métier, mais qu'à aucun moment tu t'es pris la tête dans ta jeunesse à dire faut absolument que je sois professionnel, faut absolument que je fasse le tour. On a vu que c'est arrivé avec le temps et que le potentiel il est juste énorme. Un grand merci Victor d'avoir consacré du temps pour le podcast et puis tout le meilleur pour la suite, mais surtout sur cette année 2024 avec ta nouvelle équipe Décathlon AG2R la mondiale. Merci Arnaud, en tout cas c'était cool de discuter avec toi. Merci.